Un mouvement du poignet. L'éventail, passé lentement sur une joue maquillée, murmure « Je vous aime » à travers une pièce bondée. Un manche tapoté sur les lèvres supplie « Embrassez-moi ». C'était le langage interdit de l'éventail de la geisha, un code silencieux et secret pour des passions qui ne pouvaient être exprimées. C'est un code détaillé dans les guides de savoir-vivre européens du 19e siècle, un récit romantique qui captive l'Occident depuis plus d'un siècle. Mais si ce langage tout entier n'était qu'un mensonge, un stratagème marketing inventé à des milliers de kilomètres de Kyoto pour vendre des accessoires, nous allons découvrir les preuves qui démontrent que l'éventail de la geisha n'a jamais parlé d'amour, mais de quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de caché à la vue de tous. Les récits historiques traditionnels célèbrent l'éventail comme un objet d'art, mais ils omettent son autre fonction, plus brutale. Que se passe-t-il lorsque le papier et la soie sont remplacés par de l'acier? Avant d'accepter l'histoire que vous pensez connaître, vous devez d'abord comprendre l'arme qu'elle tenait potentiellement. La vérité est bien plus choquante que le mythe, et elle révèle un monde non pas de romance, mais de survie calculée. Cette survie ne commence pas dans une maison de thé doré, mais dans un lieu de sel, de vent et de désespoir. Nous sommes en 1929 dans un minuscule village de pêcheurs nommé Yorohito, perché sur une falaise au-dessus de la mer du Japon. C'est là, dans ce qu'elle appelait une maison ivre, qui tremblait sous le vent constant, que vivait une fillette de 9 ans nommée Shio. Elle était fille de pêcheur, une enfant dont le monde sentait la mer qui s'accrochait à son père, même après qu'il se soit lavé. Elle avait les yeux de sa mère, un gris translucide étrange et saisissant que l'on ne voyait presque jamais au Japon. Mais toute l'eau s'échappait de sa mère, qui dépérissait d'une maladie qui faisait ressortir chaque os de son visage, la desséchant comme un morceau de bois laissé au soleil. La famille était pauvre et l'avenir était un rocher stérile. Puis un jour, un homme bien habillé du nom de M. Tanaka est arrivé et, sans crier gare, le monde de Chiyo s'est effondré. Elle et sa sœur aînée furent vendues. Les instants qui suivirent sont un tourbillon de choc et de déracinement. Un train s'éloignant à grand bruit du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Un homme étrange, M. Beku, prenant un peigne et le passant brutalement dans ses cheveux, les dents acérées lui raclant le cuir chevelu jusqu'à ce qu'elle pleure. Alors que le train approchait de Kyoto, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des toits à perte de vue, une mer infinie de tuiles s'étendant jusqu'aux collines lointaines. C'était une ville si vaste qu'elle semblait être une autre planète. De la gare, un pouce-pouce les entraîna plus profondément dans le labyrinthe pour finalement s'engager dans une ruelle sombre et étroite bordée de maisons en bois. Le pouce-pouce s'arrêta. Monsieur Beku lui dit de descendre, et là, dans l'embrasure d'une porte, se tenait une femme. Son kimono était une vision parfaite de soi, couleur d'eau, mais c'est son visage qui fit presque crier « Chiyo » de stupeur. C'était un masque parfait et sans défaut de riches peintures blanches, aux couleurs totalement fausses, une vision magnifique et terrifiante qui promettait un monde que Chiyo ne pouvait absolument pas comprendre. Elle était arrivée. Mais où? Et quel était cet endroit qui achetait des petites filles aux yeux inhabituels? La femme dans l'embrasure de la porte, le visage un masque blanc parfait, était la gardienne d'un monde que Chiyo n'aurait pu imaginer. Elle était arrivée à Gion, le plus célèbre quartier de geishas de Kyoto, et la maison dans laquelle elle entrait était une okiya, une maison de geishas. C'était son nouveau foyer, sa nouvelle prison. Le monde dans lequel elle avait été vendue porte un nom poétique, le Karyukai, ou le monde des fleurs et des saules. Le nom lui-même évoque une réalité belle mais dure. Il désignait à l'origine les courtisanes de haut rang, les fleurs, opulentes mais éphémères.
et les geishas, les sols résilients, qui se plient pour servir n'importe quel client et se renforcent avec l'âge. Ce monde est une ville dans la ville, un lieu avec ses propres règles, son propre langage et sa propre logique impitoyable. Se promener dans Gion la nuit, c'est entrer dans une estampe. Les façades des maisons sont en bois sombre et brillant, toutes hermétiquement closes. Des lanternes en papier sont suspendues à chaque porte, leur lumière projetant ce qu'un écrivain du 19e siècle a décrit comme une barre immobile de lumière jaune le long des ruelles étroites. Mais le plus troublant est le silence. C'est un calme profond, comme si tout le quartier retenait son souffle, dans l'attente. Cette beauté est une façade, une scène soigneusement construite. Historiquement, ces quartiers étaient des yukaku, ou quartiers de plaisir, des zones murées créées par le gouvernement pour contenir et contrôler le commerce du divertissement et du sexe. Bien que les murs physiques ayant disparu à l'époque de Chiyo, les murs sociaux demeuraient. C'était une société fermée, accessible uniquement aux riches et aux gens bien introduits. Et à l'intérieur des murs de Lokiya, la hiérarchie était absolue. La maison est dirigée par une femme connue sous le nom de Okasan, ou mère. Elle n'est pas une mère au sens affectueux du terme. Elle est la propriétaire, la gérante, la femme qui détient les dettes de chaque fille sous son toit et contrôle chaque aspect de leur vie. Pour une fille comme Chayo. Ce monde exquis de kimonos de soie et de rues silencieuses éclairées par des lanternes est une cage dorée. Elle a été vendue à une vie d'une immense beauté et d'une immense cruauté, un monde où sa seule valeur sera déterminée par sa capacité à se transformer en une œuvre d'art vivante. Mais cette transformation est un processus brutal, une forge méthodique qui brise une fille avant de la reconstruire en quelque chose de nouveau. La cage dorée de Lokiya n'était pas un lieu de repos. C'était une forge, un atelier où une fille était méthodiquement remodelée en quelque chose de tout à fait différent. Le nom même de ce qu'elle deviendrait, geisha, détient la clé de cette transformation. Il s'écrit avec 2 caractères, gei, qui signifie art, et sha, qui signifie personne. Elle devait devenir une personne art, une incarnation vivante de la haute culture japonaise. C'était le récit officiel, la face publique de son existence. Le processus était exténuant et durait des années. En tant que maiko, ou apprenti, ses journées étaient consumées par un programme implacable de leçons. Elle apprenait le Nihonbuyo, la danse classique japonaise issue des styles dramatiques des théâtres No et Kabuki, où chaque geste subtil raconte une histoire. Ses doigts lui feraient mal et saigneraient tandis qu'elle maîtriserait le shamisen, un instrument à 3 cordes ressemblant à un banjo, dont le son distinct et mélancolique est le battement de cœur du monde des geishas. Mais sa formation allait bien au-delà de la performance. Elle devait devenir une maîtresse de la conversation, capable d'engager les hommes les plus puissants et les plus éduqués sur n'importe quel sujet, maintenant le flot du saké et de la discussion avec une grâce sans effort. Elle apprendrait l'exécution complexe et parfaite de la cérémonie du thé, l'art de l'arrangement floral et peut-être même la calligraphie et la poésie. Ce n'était pas un travail, c'était une refonte complète de soi. Chaque instant était consacré à atteindre un état de raffinement parfait. Le but était de créer une femme qui n'était pas seulement une artiste, mais une gardienne des arts traditionnels japonais, une hôtesse professionnelle dont l'habileté et la sophistication constituaient toute son identité. C'est la geisha que le monde était censé voir, une artisane impeccable, une maîtresse de l'étiquette. Chaque mouvement étant perfectionné et chaque mot choisi avec soin, elle devenait une maîtresse de la communication. Mais on disait que certains de ces outils détenaient un langage qui leur était propre, un code secret caché au sein même de la performance. La formation de la geisha créait une femme qui était une maîtresse de la communication, une œuvre d'art vivante.
Mais au-delà de la danse gracieuse et de la conversation spirituelle, on murmure qu'elle possédait un autre langage, plus secret, un langage interdit qui ne s'exprimait pas par la voix, mais par les mouvements subtils et silencieux d'un éventail. C'est l'histoire qui a captivé l'Occident pendant des générations, l'idée d'un code clandestin utilisé pour naviguer dans les courants dangereux de l'amour et du désir dans un monde à l'étiquette rigide. Imaginez une maison de thé bondée, remplie d'hommes puissants. Une geisha croise le regard d'un client à l'autre bout de la pièce. Elle ne peut pas parler librement, mais son éventail le peut. Elle passe lentement l'éventail ouvert sur sa joue, un geste qui dit « Je vous aime ». Il comprend. Plus tard, alors qu'elle lui verse du saké, elle pourrait tapoter le manche de l'éventail sur ses lèvres, une invitation silencieuse « Embrassez-moi ». Mais si une geisha rivale ou la sévère mère de la maison est proche, un signal différent est requis. Faire tournoyer l'éventail fermé dans sa main gauche envoie un avertissement brutal. On nous observe. C'est le cœur romantique du mythe de la geisha, un récit de passion refoulée trouvant son exutoire dans une poésie gestuelle secrète. C'est une vision façonnée par les fantasmes occidentaux de l'Orient, un monde perçu comme mystérieux, sensuel et fondamentalement insaisissable. C'est le monde de Madame Butterfly de Puccini, où l'amour est un secret tragique et magnifique, destiné à une fin déchirante. Ce langage de l'éventail semble être la clé pour percer la véritable vie émotionnelle de ces femmes, un moyen d'entendre ce qu'elles ne pourraient jamais dire à voix haute. Mais comment un code aussi élaboré et risqué pouvait-il exister dans une société fondée sur l'apparence et le contrôle? Et si la véritable histoire de l'éventail ne concernait pas du tout l'amour interdit, mais quelque chose de bien plus pratique et de bien plus dangereux? L'idée d'une poésie gestuelle secrète, d'un langage interdit de l'éventail, est un fantasme parfait. Et c'est exactement ce que c'est, un fantasme. Le code romantique que l'on nous a appris à associer à la geisha est une fabrication pure et simple, un mythe occidental projeté sur une culture qu'il trouvait mystérieuse et séduisante. Les preuves historiques sont sans équivoque. Malgré l'omniprésence de l'éventail au Japon, un langage de l'éventail gestuel pour le flirt ne s'y est jamais développé. La vérité, c'est que ce code élaboré n'est pas né dans les maisons de thé de Kyoto, mais dans les salons de l'Europe victorienne. On peut même remonter à sa source spécifique, un habile fabricant d'éventails parisien du nom de Duvel Roy, fondé en 1827. Après la Révolution française, les éventails étaient passés de mode. Pour relancer les ventes, Duvel Roy publia des prospectus détaillant le code secret, un brillant stratagème marketing qui réinventa l'éventail en accessoire d'intrigue et de romance. Alors que la fascination de l'Occident pour le Japon nouvellement ouvert, un engouement appelé le japonisme, explosait, ce concept européen préexistant fut simplement plaqué sur la figure la plus énigmatique de ce nouveau monde, la geisha. La preuve la plus convaincante n'est pas ce que nous trouvons, mais ce que nous ne trouvons pas. Des recherches approfondies dans les archives numériques les plus complètes du Japon. La Bibliothèque nationale de la diète, l'Université Waseda, l'Université de Tokyo, révèlent une absence totale et complète d'un tel code gestuel. Dans les milliers de journaux intimes, de lettres personnelles, d'œuvres d'art et de littérature populaire des périodes Edo et Meiji, il n'en est fait aucune mention. Ce que ces archives révèlent, c'est une culture qui codifiait sa communication amoureuse, non pas en gestes, mais par écrit. On trouve des guides de style incroyablement détaillés pour composer des lettres d'amour. Des manuels comme Onna Yubun Shinobugusa, guide de la femme pour la correspondance secrète, qui offrait des modèles pour toutes les situations amoureuses imaginables, d'une première lettre à un amant secret, jusqu'à des lettres adressées à une servante ou même à une nonne. Il existait même des guides pour les courtisanes, comme Yujoanmon, détaillant comment inciter un client à venir un jour particulier.
Le langage interdit du monde des fleurs et des sols était réel, mais il s'écrivait au pinceau, pas murmuré avec un éventail. Cela ne signifie pas pour autant que l'éventail était silencieux. Il possédait un langage profond, mais pas celui qu'on nous a raconté. C'était un langage de performance publique, de symbolisme profond, et, comme nous le verrons, un langage qui pouvait parler de violence. Pour comprendre son véritable pouvoir, nous devons d'abord nous tourner vers la scène. Donc, si l'éventail n'était pas utilisé pour des mots d'amour secret, était-il silencieux? Loin de là. Son véritable langage était plus sonore, plus public et infiniment plus complexe. C'était le langage de la scène, le vocabulaire symbolique du Nihonbuyo, la danse classique japonaise. C'est l'une des disciplines artistiques fondamentales qu'une geisha devait maîtriser, et entre ses mains, l'éventail devenait un puissant outil de narration. L'éventail spécifique utilisé pour cet art est le mei-ogi, ou éventail de danse. Il est généralement plus grand et plus lourd qu'un éventail de tous les jours avec des motifs audacieux et frappants destinés à être visuellement efficaces à distance. Entre les mains d'une danseuse habile, ce n'est pas un objet séparé, mais une extension fluide de son propre corps, amplifiant et affinant ses gestes pour peindre des images dans les airs. Le vrai génie de ce langage réside dans son pouvoir de transformation. Il ne s'agit pas d'un code secret entre deux personnes, c'est une convention partagée entre l'artiste et son public, qui en comprennent la grammaire. Regardez, un éventail tenu légèrement en coupe devient une coupe de saké dans laquelle la danseuse mime de boire. Tenu à plat et présenté vers l'avant, il devient un plateau pour servir un invité ou une lettre à lire. Une ouverture lente et délibérée peut représenter un lever de soleil, l'éclosion d'une fleur ou le début d'une histoire. Un léger mouvement de battement peut suggérer la chute délicate des pétales de fleurs de cerisier ou le bruissement des feuilles dans le vent. Un geste large et ample peut évoquer l'image des vagues déferlant sur le rivage ou le vent lui-même. C'est le principe esthétique japonais d'utiliser un minimum d'éléments pour un maximum d'effets, où un seul accessoire peut conjurer tout un monde dans l'imagination du public. L'éventail donne une forme physique à l'intangible, exprimant l'émotion et l'atmosphère par ses mouvements. Saisi fermement lorsqu'il est fermé, il peut se transformer en stylo, en poignard ou même en épée, une arme symbolique pour la scène. Mais si l'éventail n'était pas seulement le symbole d'une arme, et si, dans certains cas, l'éventail était l'arme. L'éventail comme arme symbolique pour la scène, un poignard dans une danse, une épée dans une histoire. Mais si l'éventail n'était pas seulement le symbole d'une arme, et si, dans certains cas, l'éventail était l'arme. Voici le tessin, l'éventail de guerre en fer. Sa conception était une leçon de maître en matière de tromperie. En apparence, il ressemblait à un éventail pliant inoffensif et élégant, un accessoire courant pour les samouraïs comme pour les femmes de la haute société. Mais c'était une arme cachée à la vue de tous. Ses baleines extérieures n'étaient pas en bambou, mais en lourdes plaques de fer ou d'acier, transformant l'objet délicat en une redoutable massue. Son génie stratégique résidait dans sa portabilité. Dans le Japon féodal, il y avait des règles strictes concernant les armes. Les épées étaient interdites dans de nombreux endroits, comme à l'intérieur du château d'un seigneur ou lors de réunions formelles. Le tessin, cependant, pouvait être porté n'importe où. C'était une arme d'autodéfense d'urgence pour les situations où l'on était censé être désarmé. L'art martial de son maniement, le tessenjutsu, était une discipline sophistiquée. Les pratiquants apprenaient à utiliser l'éventail plié pour porter des coups puissants au poignet, à la tête ou aux côtes d'un adversaire. Sa structure rigide était parfaite pour bloquer et parer les coups d'épée ou pour appliquer d'atroces clés articulaires.
Les légendes racontent que le seigneur de guerre Takeda Shingen a utilisé son éventail pour dévier une attaque à l'épée d'un rival qui avait fait irruption à cheval dans sa tente de commandement. Mais ce n'était pas seulement un outil pour les guerriers masculins. Des sources historiques affirment qu'il était également pratiqué par les femmes de la noblesse comme outil d'autodéfense. Et cela nous amène à une question sombre et nécessaire. Il n'existe aucune trace historique directe liant les geishas à la pratique formelle du tessenjutsu. Mais nous devons nous poser la question, dans le monde des fleurs et des sols, un monde construit sur la proximité d'hommes puissants, d'alcool et d'argent, un monde où le corps d'une femme était son gagne-pain, avait-elle besoin d'un moyen de protection? Les mêmes mains qui pouvaient faire danser un éventail en papier avec une grâce sublime connaissaient-elles aussi le poids brutal d'un éventail en fer? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre la véritable nature de la société dans laquelle elles vivaient, un monde bien plus violent que ce que les sereines estampes voudraient nous faire croire. La question de l'éventail de fer, s'il était un outil nécessaire ou un fantasme paranoïaque, ne peut trouver de réponse qu'en comprenant le monde dans lequel il existait. La période d'Edo est souvent appelée la Grande Paix. 2 siècles et demi de stabilité sous le shogunat Tokugawa. C'est une image de temple serein, d'arts florissants et d'une société liée par un ordre strict et prévisible. Mais cette paix n'était pas maintenue par la bienveillance. Elle était imposée par la terreur. Il y avait très peu de tolérance pour le crime et la réponse de l'État était d'une brutalité écrasante et publique. Au cours de la période, plus de 200 000 personnes ont été exécutées publiquement. Et ce n'étaient pas de simples exécutions. Les méthodes étaient conçues pour une horreur maximale. Les criminels étaient bouillis à mort. Ils étaient crucifiés. Un châtiment souvent réservé pour le meurtre d'un parent ou d'un mari. Ils étaient brûlés vifs, ou, sous l'une des formes les plus horribles, ils étaient soumis au supplice de la scie. La peine de mort était prononcée pour des choses que nous considérerions aujourd'hui comme des délits mineurs. Un vol de seulement 10 ryos, environ les frais de subsistance d'une famille ordinaire pour un an, suffisait à vous faire tuer. Insulter un fonctionnaire pouvait être une condamnation à mort. Le spectacle de la violence faisait partie du mécanisme de contrôle. Avant l'exécution, un criminel était promené à travers la ville et après, sa tête coupée était exposée au public. C'était la toile de fond de la vie quotidienne. Et cette grande paix finit par s'effilocher. Les derniers jours du shogunat Tokugawa, au milieu du XIXe siècle, ne furent pas une période de transition pacifique, mais une ère de terrorisme et de violence endémique, où différentes factions se battaient pour l'avenir du Japon. C'était le monde à l'extérieur des murs du quartier des Fleurs et des Saules. Une société où la violence extrême était une menace constante et visible, et où le pouvoir était absolu. Si telle était la justice rendue en public aux yeux de tous, quel genre de justice ou d'injustice se produisait derrière les paravents en papier des maisons de thé, dans un monde où l'existence entière d'une femme était une marchandise? Les plus grands dangers pour une geisha ne venaient pas des criminels de droit commun dans la rue, mais des hommes même qui payaient pour son temps. La violence publique de la période Edo, avec ses crucifixions et ses décapitations, était un spectacle du pouvoir de l'État. Mais les dangers les plus immédiats pour une geisha ne se trouvaient pas sur les lieux d'exécution. Ils étaient à l'intérieur des maisons de thé, derrière les paravents en papier fermé, avec les hommes même qui payaient pour leur art et leur temps. La vie belle et artistique d'une geisha reposait sur un fondement de dette. Quand une fille était vendue à une okia, sa vie devenait une transaction financière. Le coût de sa nourriture, de son logement et de ses années de formation coûteuse en danse et en musique était une dette qu'elle devait à la mère de la maison, une dette qu'elle devrait passer des années de sa vie à rembourser. Elle était, en effet,
une servante sous contrat. Et la transaction finale, la plus brutale de cette économie, était un rituel connu sous le nom de misouage. Le mot signifie « élever les eaux », un euphémisme poétique pour la vente ritualisée de la virginité d'une maiko. Lorsqu'une apprentie était jugée prête, sa virginité était mise aux enchères au plus offrant. Ce n'était pas une honte secrète, mais une étape célébrée, le moment où la valeur d'une fille était convertie en une grosse somme d'argent qui servirait à régler sa dette envers l'Okiya. L'image romantique de la geisha en tant qu'artiste distante et inaccessible se brise contre la froide réalité de cette pratique. C'était la marchandisation ultime de la fleur, le corps d'une fille vendue comme la pièce finale de ses débuts artistiques. Bien que certains affirment que cette pratique appartient au passé, la culture d'exploitation qu'elle représente a laissé un sombre héritage. En 2022, une ancienne maiko nommée Kiyoha a rompu le silence, décrivant la réalité de sa vie d'apprentie dans le Kyoto moderne. Son témoignage est un écho glaçant du passé. « Quand j'avais 16 ans, a-t-elle écrit, on m'a fait boire tellement d'alcool qu'on aurait pu prendre une douche avec. J'ai ensuite été contrainte à des bains mixtes, un autre nom pour prendre un bain avec un client, bien que j'aie essayé de toutes mes forces de m'enfuir. » Elle décrit des clients glissant leurs mains par les ouvertures latérales de son kimono pour lui caresser les seins, et dans des pièces privées, ouvrant les pans de son kimono pour lui toucher l'entrejambe, sachant que les maiko ne portent pas de sous-vêtements. Mais la partie la plus dévastatrice de son histoire est ce qui s'est passé lorsqu'elle a demandé de l'aide. Quand j'ai parlé de ces incidents à la mère de la maison, dit-elle, elle a tourné sa colère contre moi en disant que c'était de ma faute. Dans ce monde fermé, il n'y avait personne vers qui se tourner. L'abus n'était pas un défaut du système, c'en était une caractéristique. Si telle était la réalité, où les supplications d'une fille se heurtaient au blâme, quel espoir pouvait-elle avoir du monde extérieur? Que disait la loi à propos d'un homme puissant qui décidait de prendre ce qu'il voulait d'une fille qui lui avait été vendue? Quand une mère de la maison blâme une jeune fille de 16 ans pour s'être fait tripoter, elle n'est pas seulement cruelle. Elle applique une loi non écrite qui résonne dans le monde des fleurs et des sols depuis des siècles. Tu es seul. Si une geisha ou toute femme dans sa position se tournait vers le système judiciaire officiel pour obtenir une protection, elle ne trouverait rien d'autre qu'un vide. La loi n'était pas conçue pour la protéger. Elle était conçue pour protéger les hommes qui la possédaient. Pendant la période d'Edo, le cadre juridique ne considérait pas les femmes comme des individus ayant des droits, mais comme des biens. Les archives judiciaires sont d'une clarté glaçante sur ce point. Le viol d'une femme mariée était considéré comme un crime extrêmement grave, non pas parce qu'il la violait, mais parce qu'il constituait une violation des droits de propriété de son mari, un affront à sa famille. La punition était souvent l'exécution. Mais le viol d'une femme non mariée, c'était un crime moindre qui entraînait généralement le bannissement ou les travaux forcés. Une geisha, par définition, était une femme non mariée. Son statut juridique était déjà diminué. Ajoutez à cela la structure de classe rigide. Si un samouraï était reconnu coupable d'avoir agressé une paysanne, il risquait probablement une forme clémente de bannissement, comparable à une assignation à résidence. Sur la liste des crimes qu'un samouraï pouvait commettre, le viol d'une roturière se classait incroyablement bas, bien en dessous de choses comme désobéir à son seigneur ou frapper illégalement de la monnaie. Il n'y avait tout simplement aucun canal par lequel une femme dans sa position pouvait faire valoir ses droits. L'État lui-même était complice de cette marchandisation. Les archives judiciaires montrent que les femmes condamnées pouvaient être condamnées aux travaux forcés en tant que prostituées dans les quartiers de plaisir muré, comme le célèbre Yoshiwara. Le système ne se contentait pas de ne pas protéger les femmes de l'exploitation sexuelle.
Il utilisait activement l'exploitation sexuelle comme forme de punition. Dans ce monde, une geisha était piégée. Elle n'avait aucun recours légal contre ses mécènes, ses maîtres ou les hommes qui achetaient sa virginité. La loi était silencieuse. Un appel à l'aide se heurtait au blâme. Alors, si le langage officiel de la justice était un mensonge, quel langage restait-il? Seulement ceux qu'elle créait pour elle-même. Les codes secrets, non pas de la romance, mais de la survie. Piégés dans un monde sans recours légal, où un appel à l'aide se heurtait au blâme. Les femmes du monde, des fleurs et des saules, ont dû créer leur propre système de justice, leur propre code de conduite, leur propre langage de survie. C'étaient les vrais langages interdits de la geisha. Non pas la fiction romantique d'un éventail séducteur, mais une série de codes complexes et exclusifs qui définissaient leur monde et les protégeaient en son sein. Le premier était parlé. C'était le Hanamachi Kotoba, le dialecte spécialisé des quartiers de geisha. C'était plus que de l'argot, c'était un vocabulaire distinct qui séparait instantanément les initiés des étrangers. Un rendez-vous n'était pas un rendez-vous, c'était un osashiki. Akiyoto, une geisha, était une geiko. Comprendre ce langage, c'était appartenir. Ne pas le comprendre, c'était être marqué comme un étranger, un client, quelqu'un qui ne pourrait jamais vraiment pénétrer le monde intérieur. Le deuxième langage était chanté. Au son mélancolique et pincé du shamisen, une geisha chantait des kouta, ou petites chansons. Pour un étranger, c'était de belles mélodies poétiques, mais pour ceux qui comprenaient, les paroles étaient truffées d'allusions et de double sens, une manière autorisée d'exprimer les émotions interdites par leur code professionnel. Ces chansons parlaient des épreuves et de l'angoisse des courtisanes japonaises, de l'attente sans fin, du chagrin et de l'amour non partagé. C'était un véritable langage secret, où le sens véritable et douloureux était voilé de poésie, une compréhension partagée entre l'artiste et ses sœurs dans le public. Mais le langage le plus complexe et le plus immédiat était entièrement silencieux. C'était le langage visuel de l'apparence, un texte écrit sur le corps qui communiquait l'histoire et le statut complet d'une femme en un seul coup d'œil. La couleur et le motif du kimono signalaient la saison et le degré de formalité. Le blason familial, ou mo, porté sur les vêtements, identifiait l'okiya à laquelle elle appartenait. Le maquillage blanc emblématique était un masque, mais l'application du rouge à lèvres était une clé qui révélait son rang. Une apprentie de première année, une maiko, ne peignait que sa lèvre inférieure, signe clair de son statut de junior. Les coiffures complexes et les épingles décoratives, kanzashi, qui les maintenaient en place, changeaient à chaque étape de sa formation, culminant avec la cérémonie mémorable de l'erikei, ou retournement du col, lorsqu'une apprentie devenait enfin une geisha à part entière. Ce lexique visuel et silencieux était la loi non écrite du karyukai, imposant sa hiérarchie rigide et préservant l'ordre essentiel à la survie. C'étaient les codes qui comptaient. Pas un langage pour séduire secrètement un amant, mais un langage pour naviguer dans un monde dangereux, pour construire une communauté et pour survivre. Les vrais langages interdits, donc, n'ont jamais concerné la romance. Ils concernaient la survie. Le dialecte exclusif, les chansons codées, le langage silencieux d'une lèvre peinte ou d'un col plié, c'étaient des outils utilisés pour construire une forteresse de communauté dans un monde qui n'offrait aucune protection légale. Le mythe romantique de l'éventail chuchotant, le code secret de la séduction, était une histoire que nous nous racontions. C'était un produit du regard orientaliste, occidental, un fantasme du 19e siècle qui cherchait le mystère exotique et la sensualité voilée dans une culture qu'il refusait de voir vraiment.
Nous avons préféré la fiction d'une tragique Madame Butterfly à la vérité complexe et souvent brutale de la vie d'une femme en tant que marchandise. La réalité était un paradoxe. La profession de geisha offrait aux femmes une voie rare vers l'éducation, la maîtrise artistique et une certaine indépendance économique dans une société qui leur laissait peu d'autres options. Mais cette indépendance avait un coût terrifiant. C'était une vie bâtie sur la servitude pour dette, où la virginité d'une fille était vendue au plus offrant, et où ses plaintes pour agression pouvaient être accueillies par le blâme des femmes mêmes qui étaient censées la protéger. Et nous nous retrouvons donc avec l'Éventail, l'objet qui a commencé notre quête. Il est le symbole ultime de cette contradiction. D'une part, c'est le délicat meioji en papier, une extension du corps, un outil d'art sublime utilisé pour créer de la beauté et raconter des histoires sur une scène publique. D'autre part, c'est potentiellement le tessin, l'éventail de guerre en fer, une arme cachée à la vue de tous, un instrument brutal d'autodéfense, un objet d'art et un outil de survie, un accessoire pour une danse et une défense contre le mécène qui a payé pour la regarder. Il incarne toute la lutte, la création d'un art exquis et magistral conçu pour plaire et divertir une structure de pouvoir et le besoin potentiel d'une arme pour se défendre contre ce même pouvoir. Il nous laisse avec une dernière question, obsédante. Quelle est la vraie nature du pouvoir et quel art doit être créé pour y survivre?